Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Alors dans cette vidéo, on va essayer de vous présenter un exercice qui a pour objectif la détermination de champs électriques et potentiels électrostatiques créés par un cylindre uniformément chargé en volume. Alors on passe à l'énoncé de l'exercice. Alors on considère un cylindre de rayon grand R, de longueur infinie, ça veut dire que sa longueur elle est très supérieure à son rayon, ça c'est le rayon du cylindre. Alors chargé en volume par une densité volumique ρ positif et uniforme comme le montre cette figure. Alors première question, déterminer une surface de Gauss convenable et justifier votre choix. Deuxième question, déterminer le champ électrique EM en tout point M de l'espace situé à une distance R de l'axe du cylindre pour les deux cas R supérieur à grand R. Si ce cas-là, ça se correspond à OM qui est égal à petit r, il est supérieur à grand R au rayon, et pour le cas où le point M il est intérieur du cylindre, ça veut dire pour R est inférieur au rayon du cylindre infini. Alors troisième question, tracer E en fonction de R. Quatrième question, calculer le potentiel électrostatique V de R pour les deux cas, R supérieur à grand R et R est inférieur à grand R, ça veut dire lorsque le point M il est à l'extérieur et à l'intérieur du cylindre. Alors, bien sûr, pour déterminer les constantes d'intégration, on considère que V à l'origine égale à V0 et tracé V de R. Alors, on commence par la première question, c'est détermination de la surface de Gauss. Première question, détermination de la surface de Gauss. Détermination de la surface de Gauss. Alors, pour déterminer la surface de Gauss, qu'est-ce qu'il faut? Alors, il faut faire, surface de Gauss, il faut faire une étude d'invariance et de symétrie. Alors, donc, avant d'établir l'étude d'invariance et de symétrie, on commence d'abord par le choix de coordonnées. Alors, ici, comme vous voyez, le cylindre, il présente une symétrie axiale, donc les coordonnées les plus adaptées sont les coordonnées cylindriques. Donc, on va prendre les coordonnées, c'est R, θ et Z de base, de vecteur de base, ER, Eθ et EZ. Donc ici, ça c'est le vecteur ER. Alors, le vecteur EZ parallèle à l'axe OZ et Eθ, c'est un vecteur qui est entrant. Voilà, c'est Eθ. Ça, c'est le point M. Alors, donc, on commence par l'étude de l'invariance. Alors, ici, comme vous voyez ici, le cylindre, il est infini. Donc, s'il est infini, donc on parle d'une invariance par translation, c'est-à-dire si vous prenez un point P ici par exemple, un point P ici, alors ce point P il porte une charge positive, on fait une translation, on se trouve par exemple en ce point-là P'. Alors P et P' ils portent la même distribution et également si on fait d'autres translations le long de l'axe OZ, on va toujours trouver la même distribution de charge. Pourquoi? Parce que la distribution premièrement elle est uniforme et deuxièmement puisque le cylindre elle est infini. Donc, alors on peut dire donc que la distribution de charge elle est invariante par translation le long de l'axe OZ. Alors de même, alors si je prends par exemple un point P ici, alors ce point P il porte la distribution de charge. Alors si on fait, ou bien je vais prendre ici par exemple un point P ici. Alors si on fait une translation par rapport à l'axe OZ, l'angle θ par exemple, on va se trouver en un point P' par exemple qui porte la même distribution de charge. Donc la distribution de charge ne varie pas avec l'angle θ. Alors on dit donc que la distribution de charge elle est invariante par rotation de l'angle θ. Alors quel que soit l'angle θ, quelle que soit la rotation, on va trouver toujours la même distribution.
Alors donc, on va écrire que, donc ici c'est distribution, charge positive. Alors donc, on va écrire que la distribution de charge, est invariante pour toute translation le long de l'axe OZ, et par rotation, de θ, l'angle θ, autour du même axe, OZ. Alors ceci implique que donc, la distribution de charge R, θ, Z, donc ne dépend ni de θ ni de Z, donc il ne va dépendre que de R. Alors ceci implique que le champ électrique également ER θ Z qui est égal à EM égale à ER et V de M qui est égal à V R θ Z. Alors également ne va dépendre que de la variable R. Alors on va passer à l'étude de la symétrie. Alors ici donc on commence toujours par la recherche d'un plan de symétrie, car s'il existe un plan d'antisymétrie qui passe par le point M, alors le champ électrique il est perpendiculaire à ce plan. Or ici, comme vous voyez, donc le cylindre infini ne porte que une distribution qui est toute positive, donc s'il est toute positive, il est impossible de trouver un plan d'antisymétrie, car pour trouver un plan de symétrie, il faut que le système, notre cylindre, il contient à la fois des charges positives et négatives, ce qui n'est pas le cas. Donc, alors, il n'y a aucun espoir de trouver un plan d'antisymétrie. Donc, il faut passer à la recherche d'au moins 2 plans de symétrie qui passent par le point M. Alors, pour chercher ces 2 plans de symétrie qui passent par le point M, on va éliminer d'abord les plans qui ne passent pas par le point M. Alors ici, le point M il est porté par ER, donc le plan qui ne passe pas par le point M, c'est le plan vertical Eθ et EZ. Donc les 2 autres plans qui restent, le plan ER Eθ et ER E2Z sont les 2 plans de symétrie. Alors donc soit P1 qui est égal à M ER Eθ et P2 qui est égal à M ER EZ, 2 plans de symétrie, la distribution de charge. Alors, 2 plans de la distribution de charge, passons par le point M ou bien contournons le point M. Charge, passons par M. Alors, donc, s'il existe un plan de symétrie, la distribution de charge qui passe par le point M, alors, par définition, le champ, il est perpendiculaire à ce plan. Donc, ceci implique que E, alors E, il appartient à ce plan, E appartient à P1, et également E, il appartient à P2. Donc, ça veut dire que le champ E, il appartient à l'intersection de 2 plans. E, il appartient à P1, inter P2. L'intersection de 2 plans montre que le champ il est porté par le vecteur ER. Donc ER, c'est le vecteur commun aux 2 plans. Donc implique que EM, d'après l'étude de l'invariance, c'est ER, donc il est égal à ER fois ER. Donc le champ électrique il est porté par le vecteur ER. Donc ça c'est le champ électrique. Donc il est porté par... Et là, c'est pas ça, c'est le champ E, il est porté par le vecteur R, donc le champ, il est radial. Donc, on peut déduire la surface de Gauss. Alors, le champ, il est radial, donc,
peut choisir comme surface de Gauss un cylindre de rayon OM égale à R. Donc on peut choisir ici comme surface de Gauss. Alors on va se focaliser ici pour le cas où R supérieur à grand R. Donc voilà. Ça c'est le point M. Avec EM qui est égal à R. Donc le vecteur ER, il est, ça c'est le vecteur E, il est comme ça. Donc également le vecteur DS, il sera comme ça. Alors donc la perpendiculaire à DS, ce sera donc une surface. Alors donc DS, il est perpendiculaire à S, donc la surface, il sera verticale. Donc voilà. Donc on va choisir une surface qui est fermée. Donc, alors le cas la surface de Gauss qui correspond à ce cas sera un cylindre. Donc voilà, de rayon OM égale à R et de hauteur H. Et voilà, donc ça c'est la hauteur H. Donc, alors notre surface de Gauss, donc c'est un cylindre qui est constitué par surface de Gauss, c'est S1, S2 et surface latérale, SL. Alors pour S1, le vecteur DSA, il est normal à DS1, donc voilà. Pour S2, DS2, il est normal, DS2. Et pour SL, alors DS, il est normal à SL. Donc, alors pour le choix de la surface de Gauss, alors donc on choisit, donc le champ il est radial, par conséquent on choisit comme surface de Gauss, alors un cylindre, alors un cylindre d'axe OZ, de rayon OM égale à R, les rayons de base, surface de base. Alors de surface de base S1 et S2 et de surface latérale SL. Alors ça veut dire que la surface de Gauss est égale à S1 plus S2 plus SL. Et bien sûr, alors pour cette surface de Gauss, le champ E de R il est constant. Et ajouté pour laquelle E de R il est constant. Alors si le point M il est à l'intérieur ici, donc alors la surface de Gauss sera à l'intérieur de rayon toujours EM égale à petit r, mais avec R inférieur à grand R. Alors donc on va passer à la deuxième question. Alors calcul de champ électrique. On va utiliser le théorème de Gauss. Donc, théorème de Gauss. Alors, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Gauss? L'intégrale de E scalaire ds à travers la surface de Gauss qui est fermée
égale à la sommation de QI sur epsilon 0. OE, c'est le champ électrique à déterminer. DS, c'est le vecteur normal à la surface de Gauss. La sommation de QI, ça représente les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Et epsilon 0, c'est la constante diélectrique dans le vide. Alors, on commence par la détermination de l'intégrale de E scalaire ds. Alors, la valeur, ou bien l'expression de l'intégrale de E ds, elle est la même pour les deux cas, R supérieur à grand R ou R inférieur à grand R. Pourquoi? Parce que le cylindre, toujours, il a un rayon OM égale à petit r. Alors, donc, l'intégrale de E scalaire ds à travers la surface de Gauss. Alors, on va décomposer cette intégrale. S, Gauss, c'est S1 plus S2 plus SL. Donc, c'est l'intégrale de E ds travers S1 plus l'intégrale de E ds à travers S2 plus l'intégrale de E scalaire ds à travers SL. Alors sur S1, comme vous voyez, le champ il est porté par ER. Donc le champ il est comme ça, il est porté par ER. Donc le champ il est comme ça. Il est radial, donc il est perpendiculaire à DS1. De même ici, alors le champ il est radial, il est comme ça. Donc il est perpendiculaire à DS2. Donc sur S1 et S2, alors on a E, il est perpendiculaire à DS1 et à DS2. Et à DS2. Alors ceci implique que l'intégrale de E scalaire ds à travers S1 égale l'intégrale de E scalaire ds à travers S2 égale à 0. Donc cette intégrale, ça, il vaut 0. Celui-là, il vaut 0. Ce qui reste, c'est cette intégrale à travers la surface latérale. J'efface. Alors donc l'intégrale de E scalaire ds à travers la surface de Gauss se réduit à l'intégrale de E. Donc on aura l'intégrale double de E scalaire ds à travers la surface alors de Gauss égale l'intégrale de E. Alors c'est de ER scalaire d de S à travers la surface latérale. Alors E, il est porté par ER, ds, il est porté par ER, donc ça je peux l'écrire, c'est l'intégrale double de ER, écrire ici. Donc il est égal à l'intégrale double de ER fois ER, scalaire ds fois ER. ER scalaire ER, c'est 1. Alors le champ ER, il est constant sur la surface de Gauss, donc on peut faire sortir de l'intégrale. Ce qui donne, c'est ER fois l'intégrale double de D de S. Alors donc la surface d'un cylindre, donc ça c'est ER fois S. Alors ici la surface du cylindre de rayon de hauteur H et de rayon OM égale à petit r, c'est le périmètre de la base fois la hauteur. Donc c'est ER fois 2P, le périmètre c'est 2PR fois H. Et voilà. Donc on va passer à la recherche des charges intérieures. Alors calcul de la sommation de QI. Alors on va commencer par le premier cas, R est inférieur à grand R. Alors R est inférieur à grand R, ça veut dire que on va se placer ici, je vais faire notre schéma. Alors par exemple, ça c'est cylindre qui est infini. Ça c'est l'axe OZ.
Alors ça c'est O. Alors par exemple, le point M, il est ici. Okay? Alors donc, la surface de Gauss, c'est, voilà. Donc ça, c'est la surface de Gauss. Donc les charges, alors donc le volume de l'intérieur, le volume du cylindre, il est chargé avec une densité ρ qui est positif. Voilà, voilà, voilà. Ça. Alors donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche? La sommation de QI. Donc ça, c'est le cylindre, ça, c'est la surface de Gauss. Ça, c'est la surface de Gauss. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? La sommation de QI sont les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Or, ici, donc les charges à l'intérieur de la surface de Gauss, alors ils sont localisés ou bien ils sont contenus dans un cylindre de hauteur h. Le cylindre, il est de hauteur h et de rayon petit r et pas grand R. Donc ça, c'est OM. OM, ça, c'est R. OM égale à R. Okay? OM égale à R. Donc, je répète les charges pour le cas où R est inférieur à grand R. Donc, ça, c'est grand R. Ça, c'est le rayon grand R. Donc, pour R est inférieur à grand R, par exemple, le poids M, il est ici. Alors, la surface de Gauss, donc, il est désigné par la couleur bleue. Donc, la sommation de QI, ça désigne les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc, les charges, ils sont localisées sur un cylindre, dans le volume d'un cylindre, de hauteur h et de rayon OM égale à R. Alors, le volume d'un cylindre, de rayon de base R et de hauteur h égale A, P, R carré fois H. Donc, la sommation de QI ici, c'est la sommation de QI, c'est égale l'intégrale de ρ fois dV. Donc, la distribution, elle est volumique, donc c'est ρ fois dV, alors qui est égal à ρ fois V avec V égale à pi R carré fois H. Donc, les charges, elles sont localisées sur un cylindre de hauteur h et de rayon de base OM égale à petit r. Donc, la sommation de QI, c'est l'intégrale de ρ dV est égale à ρ fois V. FV ici, c'est le volume où sont localisées les charges. Ça veut dire c'est ρ pi r carré fois h. Alors donc, on va passer au calcul du champ, on va appliquer le théorème de Gauss. Donc, l'intégrale de E scalaire ds égale la sommation de QI sur epsilon 0. Alors, ce qui donne, donc l'intégrale, théorème de Gauss, donc l'intégrale de E scalaire ds à travers la surface de Gauss égale sommation QI sur epsilon 0. Alors, ceci implique que ER, l'intégrale de E scalaire ds, c'est ER fois 2pi R fois H. La sommation de QI, c'est ρ fois pi R carré fois H sur epsilon 0. Alors, on peut simplifier par PH, donc implique que ER égale à ρ, également par R, ρR sur 2 epsilon 0. Donc voilà, on simplifie par pi RH. PRH, qu'est-ce qu'il reste? ρR sur 2 epsilon 0. Donc ça, c'est le champ pour R inférieur à grand R. Alors on va passer au deuxième cas, c'est lorsque R est supérieur à grand R. Alors lorsque R est supérieur à grand R, donc on va chercher, alors si ce cas-là, donc le point M est à l'extérieur du cylindre qui est chargé, cylindre infini, donc la sommation de QI, ça représente les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Alors ici, il n'y a pas de charge, donc les charges contenues dans la surface de Gauss, alors ils sont
dans un cylindre de rayon OM égale à grand R, vous voyez s'il n'y a pas de charge, mais de hauteur H. Donc je répète, les charges ils sont localisées ici, dans un cylindre de rayon OM égale à grand R et de hauteur H. Ça veut dire que la sommation de QI égale l'intégrale triple de ρ dV égale à ρ fois V, avec V égale à ρ, c'est pi, cette fois-ci c'est grand R carré fois H. Donc on va appliquer le théorème de Gauss. Donc théorème de Gauss. Alors ceci implique que ER fois 2pi R fois H égale la sommation de QI sur epsilon 0, donc c'est ρ fois pi R carré fois H sur epsilon 0. Alors ceci implique que, alors on va simplifier ici par pi H, implique que ER donc est égal à ρ, grand R carré, sur 2 epsilon 0 fois R. Et voilà. Donc pour résumer, voilà, donc je peux effacer. Donc voilà, je peux effacer ça. Pour résumer, donc on a E de R égale à ρ fois petit r sur 2 epsilon 0 pour R est inférieur à grand R, égale à ρ grand R carré sur 2 epsilon 0 petit r pour R supérieur à grand R. Alors on va passer à la représentation de E de R. Alors troisième question, c'est représentation de E de R. Présentation de E de R. Présentation de E de R. Alors, E en fonction de R. Voilà. Donc, ça, c'est l'axe des ordonnées. Donc, ça, c'est E de R. Et ça, c'est R. Alors, l'origine, ça, c'est grand R. Alors, pour R inférieur à grand R, comme vous voyez, E de R, c'est une fonction linéaire de la forme AR ou bien AX. Donc, il passe par l'origine. Donc, pour R égale à 0, c'est 0. Pour R égale à grand R, voilà. Donc, pour R égale à grand R, ça donne ρ de grand R sur 2 epsilon 0. Et voilà, donc la fonction, elle est linéaire, passe par l'origine. Voilà. Alors, pour R supérieur à grand R, E de R égale à cette expression. Pour R égale à grand R, alors E de R égale à ρ fois R carré sur 2 epsilon 0 grand R. On simplifie par R, ça donne ρ R sur 2 epsilon 0. Donc ici, ça montre que la fonction, elle est continue à la traversée de la surface délimitant le volume qui est chargé. Donc lorsque R tend vers l'infini, alors 1 sur l'infini c'est 0, donc ça donne 0. Donc ici, la fonction, elle est continue à la traversée de la surface qui entoure le volume chargé. Alors vous avez, alors ça c'est par exemple, ça c'est le cylindre, j'explique. Donc ça c'est le cylindre, hein? Donc le cylindre il est chargé en volume, donc ça c'est la surface qui délimite le volume chargé. Donc ça, c'est R égale à grand R. Donc le champ électrique, il continue à la traversée de cette surface-là qui délimite le volume vide. Ça veut dire lorsqu'on passe de cette région-là, R supérieur à grand R,
à la région R inférieure à grand R. Donc, ça veut dire, donc, la continuité, c'est à la surface, ça veut dire pour R égale à grand R. Donc, on peut écrire que, alors le champ électrique, est continu à la traversée de la surface alors entourant ou délimitant le volume chargé. Le volume du cylindre qui est chargé, le volume chargé. Alors bien sûr qui est chargé par ρ uniforme. Alors, on va passer donc troisième question, c'est calcul de potentiel. Alors calcul de potentiel électrostatique. Calcul de potentiel électrostatique. Potentiel électrostatique V. V de R. Alors on sait que le champ électrique et le potentiel électrostatique sont liés par la relation E égale à moins gradient de V. Donc on va exprimer gradient de V en coordonnées cylindriques. Gradient de V. Alors c'est dV sur dr fois le vecteur E de R plus dV sur R dθ fois le vecteur Eθ plus dV sur dz fois le vecteur E de Z. Or, l'étude de l'invariance a montré que, alors sigma, la distribution de charge, c'est ρ de R θ ρ de R θ Z, alors il est égal à ρ de R, ce qui implique que V de R θ Z égale à V de R. Alors s'il est égal à V de R, donc ça veut dire que donc, le potentiel électrostatique ne dépend que de la variable R. Alors ceci implique que dV sur dθ égale à dV sur dz, il est égal à 0. Ceci implique que gradient de V, on peut écrire que le gradient de V alors se réduit à l'expression, donc le deuxième terme est nul, le troisième terme est nul, donc gradient de V égale à dV sur dr fois le vecteur E de R. Alors donc on peut écrire cette dérivée par la dérivée droite dV sur dr. Pourquoi? Parce que le potentiel V ne dépend que d'une seule variable. Alors en effet, si vous avez par exemple une fonction f qui dépend de deux variables, alors on calcule la différentielle df de xy, différentiel total exact, égale à df sur dx fois dx plus df sur dy fois dy. Alors ça c'est pour deux variables. Si la fonction ne dépend que d'une seule variable, on va par exemple garder x, donc ça n'existe pas. Dans le cas d'une seule variable, ça veut dire que j'aurai cette expression-là. Alors donc ici on peut tirer implique que df sur dx égale à d de f sur dx. Et voilà, ici f est égal à v, donc
On peut remplacer cette dérivée-là par la dérivée en d droit. Alors, donc, par conséquent, donc, gradient de V égale à dV sur dRER. Alors, on revient à notre expression de champ électrique. Alors, c'est implique que E, qui est égal à ER fois ER, égale à moins gradient de V, donc égal à moins dV sur dR fois le vecteur ER. Alors, on en déduit que ER égale à moins dérivée de V sur dR, c'est implique que V égale à moins l'intégrale de ER dR. Alors, le champ électrique, donc, il s'exprime sous forme alors de deux expressions, pour R inférieur à grand R, pour R supérieur à grand R, de même donc pour le potentiel électrostatique. Donc on va distinguer deux cas. Pour R inférieur à grand R, alors ER, il est égal à ρ petit r sur 2 epsilon 0, c'est implique que V, on va remplacer E de R par son expression ρ sur 2 epsilon 0 sur constante. Donc ça donne c'est ρ sur 2 epsilon 0 avec un signe moins l'intégrale de R d de R. Alors l'intégrale de R d de R c'est R carré sur 2 avec le 2 ça donne 4. Donc c'est moins ρ sur 4 epsilon 0 R carré. Alors comme il n'y a pas de borne d'intégration, on ajoute une constante C1. Alors pour le deuxième cas, pour R supérieur à grand R, alors E de R égale à ρ R carré sur 2 epsilon 0 fois R. Donc on va remplacer donc VR égale ρ R carré sur 2 epsilon 0 sur constante, donc est égal à moins ρ R carré sur 2 epsilon 0 l'intégrale de dr sur r. L'intégrale de dr sur r, c'est ln de r. Donc, est égal à moins ρ r carré sur 2 epsilon 0 ln de r plus une constante C2. Alors, donc, pour déterminer le potentiel pour les deux régions, il faut déterminer les constantes C1 et C2. Alors, on va utiliser condition initiale. Condition initiale, c'est on a le potentiel V pour R tend vers R0 égale à V0. Alors, cette condition nous permet de déterminer la constante C1. Pourquoi? Parce que R tend vers 0. Alors, elle est dans la région R inférieur à grand R. Ça veut dire dans l'intervalle 0 grand R. Alors, on remplace ici. Donc, V de R égale à cette expression. Lorsque R tend vers 0, cette quantité, ça tend vers 0. Donc, on obtient C1 qui est égal à V0. Donc, implique que C1 égale à V0. Ceci implique que V de R pour R inférieur à grand R égale à moins ρ R carré sur 4 epsilon 0 plus V0. Et voilà. Alors, donc, il reste à déterminer la constante C2. La constante C2, donc, elle est déterminée par la continuité de potentiel électrostatique à la traversée de la surface qui délimite le volume chargé. Ça veut dire pour R égale à grand R. Donc, C2, la constante C2 est déterminée par la continuité de V de R au point R égale à grand R, ça veut dire à la traversée de la surface délimitant le volume chargé. Donc, c'est-à-dire donc on a V de R moins égale
à V de R plus. Alors V de R moins, ça veut dire c'est V lorsque R tend vers petit r, dont la région R est inférieure à grand R, et V de R plus, ça veut dire c'est lorsque R tend vers R, mais dans la région R supérieure à grand R. Alors V de R moins, on va remplacer ici petit r par grand R, donc ça donne moins rho R carré sur 4 epsilon 0 plus V0 égale à V de R plus, ça veut dire lorsque R supérieur à grand R, alors ça donne c'est moins rho R carré sur 2 epsilon 0 log de petit r, on va remplacer petit r par grand R, alors plus C2. Alors on tire que la constante C2 égale donc à rho R carré sur 2 epsilon 0 log de grand R moins rho R carré sur 4 epsilon 0 plus V0. Alors finalement, on déduit que V pour R supérieur à grand R égale, donc c'est moins rho R carré sur 2 epsilon 0 log de petit r plus la constante, donc plus rho R carré sur 2 epsilon 0 log de grand R moins rho R carré sur 4 epsilon 0 plus V0. Alors on va regrouper ces deux termes-là. Les deux termes, ils ont un terme qui est commun, c'est rho R carré sur 2 epsilon 0. Donc ceci implique que V pour R supérieur à grand R égale, donc c'est moins rho R carré sur 2 epsilon 0 log de petit r sur grand R. Log de A sur V, c'est log de A moins log de V, c'est log de petit r sur log grand R, ça donne log de petit r moins log de R, avec le moins, ça donne plus. Donc, moins rho R carré sur 4 epsilon 0 plus V0. Alors, pour résumer, on va regrouper les deux termes de potentiel. Donc, pour résumer, alors V de R égale, le premier terme c'est moins rho R carré sur 4 epsilon 0 plus V0 pour R inférieur à grand R et moins rho R carré sur 2 epsilon 0 log de petit r sur grand R moins rho R carré sur 4 epsilon 0 plus V0, ça donne la région R supérieure à grand R. Donc voilà, on va passer à la représentation de V de R. Voilà, donc c'est donc ça c'est VR, l'origine, ça c'est grand R et ça c'est petit r. Alors on va commencer par la première région, la région R inférieure à grand R, VR égale à moins rho R carré sur 4 epsilon 0 plus V0. Alors donc on commence par R égale à 0, c'est R égale à 0, vous pouvez mettre ici inférieur égal. Alors pour R égale à 0, donc ça donne 0, plus V0, donc ça donne V0. Alors ici, est-ce que V0 c'est un maximum? Alors il faut vérifier, donc pour vérifier, il faut calculer
la dérivée, donc la dérivée de V par rapport à R, et on va chercher ce qu'il s'agit d'un maximum ou un minimum ou non. Donc, la dérivée de V, mais dont la région R est inférieure à R, sur dr égale à 0. Alors, la dérivée C, ça donne moins 2 rho R sur 4, donc c'est moins rho R sur 2 epsilon 0 égale à 0, implique que R égale à 0. Donc, R égale à 0, donc implique que R égale à 0 est un maximum. Alors, donc, ça veut dire que ici, c'est là un maximum. On va faire la tangente ici, comme ça. Voilà. Alors, lorsque R égale à grand R, VR égale à moins rho R carré sur 4 epsilon 0 plus V0. Donc, c'est V0 moins et la quantité rho grand R carré sur 4 epsilon 0. Donc, voilà, on aura, c'est V0 moins rho grand R carré sur 4 epsilon 0. Et voilà. Alors, donc, on va tracer V de R dans l'intervalle 0R. Donc, vous aurez comme ça. Et voilà. Alors, on va passer à la région 2. Alors, dans la région 2, alors VR égale à cette expression. Donc, on va commencer par R égale à grand R. C'est R égale à grand R log de, ça donne ici 1 log de 1, c'est 0. Donc, ça donne V0 moins VR carré sur 4 epsilon 0. Donc, c'est même expression que pour le cas lorsque R tend vers R moins. Donc, si ça montre que le potentiel il est continu au point R égale à grand R. Alors, donc, lorsque R tend vers plus l'infini, V de R tend vers moins l'infini. Donc, les limites V de R, lorsque R tend vers plus l'infini, égale à moins l'infini. Donc ici, ça c'est V de R qui tend vers plus l'infini, ça c'est VR, VR tend vers plus l'infini, VR tend vers moins l'infini. Donc à partir de ce point-là, il va tendre vers moins l'infini, donc forcément, il va s'annuler ici, il va traverser l'axe des abscisses ER, donc ça veut dire qu'il va s'annuler en un point ici R, R0. Donc ça va donner, et voilà. Donc, ça veut dire qu'il va passer ici par un point R0 qu'on peut déterminer. C'est là où vous avez VR0 égale à 0. Alors, on peut déterminer cette valeur-là. Alors, V de R supérieur à grand R égale à 0. Alors, ceci implique que moins rho grand R carré sur 2 epsilon 0 log de R sur grand R égale à rho R carré sur 4 epsilon 0 moins V0. Alors on déduit que log de R sur grand R égale, ici on va multiplier par le signe moins, donc ça va donner 2 epsilon 0 sur rho R carré fois V0. Alors moins, ici on va simplifier par rho R carré de epsilon 0, ça reste ici 1 demi moins 1 demi. Alors on va introduire donc l'exponentiel. En introduisant l'exponentiel, on aura R sur R égale à l'exponentiel de 2 epsilon 0 sur rho R carré fois V0 moins 1 demi. Alors, ce qui implique que R qui est égal à R0 est égal à R
fois l'exponentielle de 2 epsilon 0 sur rho r carré V0 moins N2. Et voilà, donc c'est ça la valeur de R0 où V de R s'annule. Alors, et merci pour votre attention.